Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Une semaine marquée notamment en Vendée, comme partout ailleurs en France d'ailleurs, par les conclusions du rapport Sauvé, le résultat de cette enquête de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. 330 000 victimes recensées entre 1950 et 2020. En Vendée, mardi, l'évêque de Luçon a souligné l'épreuve de vérité que représentaient ces conclusions accablantes. Une épreuve de vérité nécessaire, a-t-il précisé, un moment grave et douloureux. On entend ce rapport, bien sûr, avec un gros pincement de cœur et avec beaucoup de tristesse, parce que c'est un contre-témoignage par rapport au message de l'Évangile, qui est un message de vie, et on voit ici une œuvre de mort à travers les représentants de l'Église. Et voilà, c'est une grande tristesse. L'évêque de Luçon qui précise également que la remise de ce rapport ne met pas un terme au travail actuellement en cours en Vendée. Les recherches dans les archives du diocèse d'une part et le recueil de témoignages de victimes d'autre part qui continuent. Le début de la semaine a également été synonyme d'allègement du protocole sanitaire dans les écoles. La Vendée faisait alors partie des 47 départements pour lesquels le faible taux d'incidence a permis de passer au niveau vert dans les établissements. Un niveau synonyme de suppression possible du masque donc pour les enfants de l'élémentaire, du CP au CM2. Un semblant de retour à la normale que Grégoire de Châtillon a pu partager dans le Nord Vendée. Regardez. C'était vraiment très désagréable. Quand on toussait, on en avait plein de masques. Après, on avait tout le temps chaud. Une libération pour ces élèves de primaire. Ici, ce matin, des CM2 en atelier mathématique, enfin soulagés de ne plus porter le masque en classe. J'ai dit que c'était 22 mètres. Quand on parle, les autres, ils nous entendent mieux. Et puis on voit des visages qu'on ne connaissait peut-être pas avant. Les CP, eux, à côté, auront porté le masque pendant un mois à l'intérieur de leur établissement. On a moins chaud et on peut mieux sourire, mieux faire les choses et mieux respirer. Mieux respirer, se voir en vrai, mais aussi désormais mieux enseigner, à commencer par la phonologie, pour l'apprentissage de la lecture. Avec le masque, c'est compliqué de ne pas voir leur bouche. Il y a des confusions de sons qui se font sur les sons proches, les be, les peu, les fe, les ve, qui, je pense, seront moins présentes sans le masque. Ça serait bien aussi pour nous, enseignantes, de pouvoir l'enlever, effectivement, pour pouvoir bien montrer les sons et notre bouche, nos lèvres, quand on fait les sons. La fin du masque à l'école primaire ne s'applique pas aux enseignants. Pourtant, l'attente est forte. Le plus tôt sera le mieux, a annoncé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. La priorité est aujourd'hui aux enfants. C'est un signal quand même très positif qui est emmené, je dirais même d'un point de vue psychologique, pour montrer que la situation sanitaire s'améliore globalement, même s'il nous faut rester quand même vigilants en continuant d'appliquer les gestes barrières, que ce soit dans l'établissement ou autour de nous. La Vendée fait partie des 47 départements où le masque n'est plus obligatoire à partir d'aujourd'hui pour les élèves de primaire. Et notez que la liste des départements concernés va s'allonger. Ils seront 68 à partir de ce lundi 11 octobre. Quelques images de la mobilisation nationale. Ça, c'était mardi à l'appel de plusieurs syndicats. Parmi les revendications, le rejet de la réforme de l'assurance chômage, le refus de voir revenir celle des retraites à l'occasion de la campagne pour la présidentielle 2022 ou encore la demande d'amélioration des conditions de travail et d'études. Image ici du rassemblement place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Le sujet avait été abordé lors de la session de rentrée des élus départementaux. C'est également une des grandes problématiques sur lesquelles va travailler le conseil départemental, le logement et plus précisément la location. Un secteur très tendu en Vendée avec peu de biens à disposition, ce qui remet parfois en cause les recrutements et le développement de certaines entreprises. Une réunion a eu lieu à Montaigu-Vendée en milieu de semaine pour inciter les propriétaires à se lancer justement dans le locatif.
Des entreprises à forte croissance qui peinent à recruter, c'est tout le nord-est de la Vendée qui est concerné. Il y a urgence. Sur ce territoire, la pénurie de logements locatifs est plus que jamais un frein au développement de ces sociétés. Aujourd'hui, il y a un besoin d'à peu près 7000 salariés sur le territoire et pour la moitié d'entre eux, les entreprises nous disent qu'il y a des problèmes de recrutement liés au logement. Donc le but de ce mois de l'habitat, c'est de parler avec les investisseurs, les futurs investisseurs et de leur proposer d'investir sur le territoire et répondre à cette demande des entreprises. Au cœur de cette opération appelée le mois du développement de l'habitat salarié, cette soirée d'information à Montaigu-Vendée, sur place, de nombreux potentiels investisseurs privés. On est habitant du secteur et je cherche potentiellement à investir en locatif. On vient chercher des renseignements en fait, sur les investissements locatifs. Diversifier l'offre de logement, informer sur les dispositifs mis en place, aider les bailleurs et les investisseurs à se lancer dans l'investissement locatif. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, et c'est aussi l'objet de la réunion, c'est pour ça qu'on fait cette réunion, c'est un peu le parcours du combattant pour se loger chez nous. Quand on vient de l'extérieur, c'est très compliqué. Et donc voilà pourquoi on s'évertue à trouver des solutions pour produire de nouveaux logements. Le département, la région et l'État se sont enfin tous ensemble emparés de cet enjeu démographique et économique afin de répondre aux besoins des entreprises. Le dynamisme des territoires ruraux, c'était un des axes de la visite de Julien Denormandie ce vendredi. Le ministre de l'Agriculture est allé à la rencontre des maires de Vendée à l'occasion du 6e carrefour qui leur était dédié aux herbiers. Une visite ministérielle qui s'est ensuite poursuivie à La Roche-sur-Yon. Je crois que c'est très important de toujours échanger, de toujours être aux côtés des élus de la République, des maires, des présidents d'intercommunalités, parce que ce sont eux qui représentent la République au quotidien partout sur nos territoires. Et que dès lors qu'on veut mettre en place des projets, qu'ils soient économiques, environnementaux, sociaux, il faut absolument que l'État et les collectivités territoriales travaillent main dans la main. Alors parfois on n'est pas d'accord sur tout, mais moi je pense que la bonne méthode, c'est au-delà de divergences, toujours réussir à se rassembler sur des projets concrets pour les territoires, l'hôpital, les infrastructures de transport, les infrastructures numériques, l'école, etc., etc. La journée nationale des aidants familiaux, ça c'était mercredi. Un aidant familial, c'est une personne qui s'occupe d'un proche dépendant, handicapé ou malade, quel que soit son âge. Et c'est le cas de Marie-Annick avec son mari Jean-Noël. Une vie passée ensemble et qui est aujourd'hui bouleversée par Alzheimer. Alix Solanos. Qui fait que finalement, à force de parler comme ça, je m'aperçois que mon soi est à soi. Rares sont les conversations qui ont encore un sens entre Marie-Annick et son mari. Pendant des années, elle a pris soin de lui, chez eux. Et puis la maladie d'Alzheimer a progressé, Marie-Annick s'est blessée et il a fallu se rendre à l'évidence. Jean-Noël avait besoin d'une autre prise en charge. Il est aujourd'hui en hébergement temporaire, en attente d'une place permanente. On avait décidé que je l'accompagnerais le plus que je pourrais. Et donc on en a beaucoup parlé, on s'est beaucoup battu. Et moi je me bats encore aussi pour lui, avec lui, en espérant le tenir le plus longtemps possible, debout et non... Ça va mon petit chou? Ouais. Je te dis à demain. Je reviens demain. Maintenant, elles sont prises, mais demain. Après 53 ans de mariage et de complicité, Marie-Annick va voir son mari presque tous les jours. Dans le parc, attenant à l'EHPAD, le couple va souvent se promener. Si Jean-Noël n'est plus à la maison avec elle, Marie-Annick n'en reste pas moins une aidante. Je crois que cette maladie, elle vous submerge le malade, mais l'aidant aussi. On est submergé par... on ne pense qu'à ça. On s'oublie totalement. Totalement, même maintenant encore qu'il est en établissement. Aujourd'hui, la culpabilité de laisser son mari en structure d'accueil commence à s'estomper. Maintenant, pour Marie-Annick, il faut accepter la réalité de la maladie. C'est accepter que l'autre n'est plus l'autre, n'est plus le mari que vous avez connu, n'est plus l'amour de votre vie. Voilà. C'est plus lui, quoi. Mais ça, on n'arrive pas à l'accepter. Ça. Je crois que c'est ça le plus dur à accepter. Un chemin sur lequel la plateforme de répit Le Nid des aidants l'accompagne depuis 3 ans maintenant.
Aujourd'hui, Marie-Annick a rendez-vous pour faire le point sur sa situation. C'est plutôt la gestion finalement de l'absence de monsieur, mais on va revenir à un sujet qui est quand même important, c'est le retour à vous-même en fait. On va aussi accompagner l'aidant quand il y a une entrée en EHPAD. On va bien lui donner les ressources dont elle peut avoir besoin. Ça peut être des orientations vers des psychologues s'il y a besoin de suivi en libéral. Ça peut être des ateliers de service prévention senior pour recréer du lien. Et travailler aussi, maintenant que je suis seule au domicile, qu'est-ce qui se passe pour moi ? C'est en effet un autre travail qui attend maintenant Marie-Annick. Peu à peu, déposer sa casquette d'aidante, si longtemps portée, et repenser à elle, si longtemps oubliée. Éducation avec le groupe Établière qui poursuit son développement. La résidence Les Trois Portes de Fontenay-le-Comte fait peau neuve. Ce foyer vient de rouvrir après des travaux de rénovation. À l'intérieur, une résidence rafraîchie, donc, mais aussi un restaurant d'application, désormais appelé Les Trois Couleurs. Le but affiché, accueillir dans les meilleures conditions possibles les étudiants en insertion professionnelle. Notre base, à l'origine, on est effectivement un établissement de formation. Là, on a mis l'établissement de formation supérieure, avec des formations en géomatique, en qualité, hygiène, sécurité, environnement. La formation pour les jeunes, en l'occurrence décrocheurs, à travers l'école de production, un principe de formation type école-entreprise. Mais aussi, comme à La Roche, les logements, comme à La Roche, la restauration. Donc en fait, c'est notre mini-campus de La Roche, en fait, quoi. Mais à Fontenay. Si on doit travailler sur l'insertion, on ne peut pas faire abstraction du logement. Aujourd'hui, pour un étudiant, faire ses études sur un site ne dépend pas uniquement de son intégration dans le centre de formation, mais malheureusement aussi de sa capacité à se loger sur la commune où il veut faire ses études. La restauration, ici on est sur des tarifs qui sont complètement accessibles pour les étudiants, qui plus est en statut apprentissage, alors là ils bénéficient encore de tarifs encore amoindris. C'est pareil, c'est pas chose simple lorsqu'on est étudiant. Un record aussi cette semaine, celui du nombre de jeunes Vendéens qui ont décidé de s'engager dans l'armée de terre. Pour la première fois, 30 d'entre eux ont signé en même temps leur lettre d'engagement. Ils sont ensuite partis mercredi dans leurs affectations respectives, dont auprès, pour certains, des pompiers de Paris. C'est un peu l'emblème de Jars-sur-Mer qui profite aussi d'une petite rénovation. Si vous passez à proximité, vous verrez que le moulin de Conchette qui domine le port de Plaisance n'a plus ses ailes. L'édifice date de la fin du 19e, mais les ailes, elles, sont régulièrement remplacées. Elles ont été retirées cette semaine. D'autres arriveront au printemps. Un travail minutieux qu'a pu suivre en partie Pierre Dalicieux. Un moulin qui fait partie du décor, ici dominant le port de Jars-sur-Mer. Ce moulin à vent qui date du 19e siècle avait bien besoin d'une rénovation, à commencer par les ailes qu'il faut changer tous les 15 ou 20 ans. Donc on a un vieillissement prématuré du moulin, sachant qu'il est situé face à la mer. Donc du coup on est obligé d'anticiper les réparations dues aux embruns et à la pluie qui arrive sans cesse dessus, quoi. Donc plus que sur un moulin qui serait sur les terres. Un travail réalisé par ce charpentier amoulageur, c'est le nom de cette profession. Cette entreprise ne réalise que des travaux de rénovation sur des moulins. Un savoir-faire réalisé depuis plusieurs générations. L'entreprise Croix existe depuis 6 générations, donc 1845. Et il me semble que nous sommes la seule entreprise en France à ne travailler que sur les moulins. Moulin à vent, moulin à eau, aussi bien pour production de farine que de production d'électricité, et aussi des moulins à meule pour vraiment de la production de farine. Si ce moulin n'a plus vocation à produire de la farine, de nombreux autres en France font appel à cette entreprise qui, depuis la crise sanitaire, a un carnet de commandes bien rempli. Que les gens, je ne veux pas dire grâce au Covid, parce que ça serait maladroit de dire ça, mais le fait qu'il y ait le Covid, donc si vous voulez, les gens se sont rapprochés les uns des autres. Il y a eu beaucoup plus de commandes, entre guillemets, beaucoup plus de commandes de demandes de rhabillage de meubles, parce que les moulins ont bien travaillé, parce que les gens se sont fournis localement, quoi. Ici, les travaux de rénovation vont durer plusieurs mois et les nouvelles ailes devraient être installées au printemps prochain. Et puis avant de se quitter, cette information sur laquelle nous reviendrons évidemment dans les prochains mois. On a appris mercredi matin que les Floralies internationales de Nantes se tiendront en Vendée, au moins pour la prochaine édition. Ce sera en mai 2024. Le rendez-vous est donc pris au logis de la Chaboterie. C'est la fin de cet hebdo. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne maintenant, c'est dès lundi matin à 7h. Ce sera dans la matinale. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine. Quant à nous, on se retrouve lundi midi.